On ne mesure pas à quel point l'agriculture est importante. Pas juste sur l'aspect nourriture, mais sur l'aspect paysage, sur l'aspect biodiversité, sur l'aspect survie de notre planète. Éco-conso et vous, saison 3, c'est parti! On mange quoi demain? Ah, l'alimentation. Voilà un sujet qui concerne tout le monde. Et si on remettait nos habitudes en question? Cette saison, on va parler de ce qu'on met dans nos assiettes, de potager, d'agriculture, de produits locaux et de saison. Bref, on tentera de répondre à la question « On mange quoi demain ?» On s'est baladé dans plusieurs fermes pour discuter avec des agriculteurs et agricultrices animés par la même envie. Nous nourrir bien et dans le respect du vivant. De ces rencontres sont nés 4 épisodes pour croiser leurs regards sur différents thèmes. Cet épisode est le dernier de la série. On vous invite à écouter les 3 premiers pour faire connaissance avec nos interlocuteurs et entendre leurs témoignages sur leurs pratiques d'agriculture durable, les labels qu'ils possèdent ou non, mais aussi sur leur système de vente et les prix de leurs produits. Cette semaine, on prend de la hauteur. Au menu, les grands défis auxquels est confrontée l'agriculture locale. L'objectif n'est pas ici de détailler tous les enjeux, on a plutôt souhaité mettre en lumière certaines problématiques qu'ils et elles ont évoquées. C'est une invitation à nous intéresser de plus près à tout ce qui se joue derrière nos assiettes. Peut-être cela vous donnera-t-il envie de vous renseigner plus sur ces sujets. On mange quoi demain? Rencontre avec des producteurs et productrices. Épisode 4, c'est parti! Est-ce qu'on vous présente encore les 4 agriculteurs et agricultrices rencontrés? Vous avez déjà largement fait leur connaissance dans les 3 épisodes précédents. Allez, rapide petit rappel. Il y a Pauline de la ferme Abraham. À Verlaine, elle cultive des légumes bio qu'elle vend à une 50aine de familles abonnées à l'année. Elle cultive aussi des céréales et elle élève des moutons. Il y a Astrid, elle aussi maraîchère. Ancienne indépendante, elle est désormais coordinatrice du service de réinsertion socio-professionnelle mis en place par le CPS de Gèves. C'est là, chez les Compagnons du Samson, qu'elle forme et encadre des personnes qui viennent en même temps apprendre la culture de légumes bio et reprendre pied dans le monde professionnel. Ensuite, il y a Jean-Louis, éleveur bovin à la ferme Haute-Mont-Île à Lierneux. Avec 7 autres producteurs, il a fondé une coopérative qui produit le lait de la baraque Fréture, disponible en circuit court. Mais ils fournissent aussi une chaîne d'hypermarchés qui vend leur lait sous sa marque propre. Enfin, il y a Marc-André, de la ferme bio de l'Esclé, à Pont-de-Rôme, dans la commune de Beaurain. Avec sa famille, il élève des vaches et cultive des céréales. Leur lait leur sert à produire du beurre et plusieurs fromages, et il propose aussi depuis peu des colis de viande. Avant de se lancer dans des grands thèmes de société, ce qui les tracasse, c'est nous, les mangeurs et mangeuses. Ici c'est local, ici c'est bio, c'est de saison, il n'y a pas plus frais. Quand je vois les arguments qu'il faut toujours sortir, presque rabâcher, quand je vois la com que je dois faire pour essayer que les gens se déplacent dans les fermes, c'est difficile. Et c'est triste de devoir autant communiquer, dire allez venez dans les fermes parce qu'on est quand même à la base de l'alimentation, donc de la vie. Ici bon les légumes en priorité, la base de l'assiette et c'est toujours difficile d'avoir le nombre d'abonnés pour arriver au fonctionnement optimal, donc même ici au niveau local. Et donc j'ai des gens extra du village qui me soutiennent, puis grâce à la com, j'y suis allée en périphérie et aux petites villes ici à côté, donc ça a fait tache d'huile quand même, mais c'est dingue, comme c'est difficile de capter l'attention de quelqu'un pour quelque chose de base. Juste de revenir dans les fermes et de consommer au plus frais, c'est pour eux aussi, hein, parce qu'on voit, il y a beaucoup de reportages maintenant qui sortent, les étiquettes fausses dans les supermarchés, etc. Toutes les controverses. Ici où on est en train de faire l'interview, il y a le champ ici juste à côté de nous, donc ils ont un regard sur tout. J'ai l'impression qu'on se bat tous les jours pour faire la promotion de l'agriculture locale. C'est convaincre des gens, que ce soit des pouvoirs communaux, des locaux habitués à une consommation en grande surface, ou pas nécessairement faire attention à ce qu'ils mettent dans leur assiette, la saisonnalité des légumes,
je vois quand même pas mal enfin, je veux dire, on a des tomates et des concombres depuis des semaines et des semaines dans les grandes surfaces ou même dans les petits magasins. Donc, essayez de voir ce qui se cultive pour le moment dans votre région. Arrêtez les tomates en hiver, s'il vous plaît. C'est vraiment quelque chose, on n'a pas besoin de tomates en hiver. Voilà. Et si on mange des tomates toute l'année, on ne goûte même pas celles de l'été. Et alors, les tomates, je parle des tomates parce que c'est ce que les gens attendent tous. Les tomates que vous irez acheter chez votre maraîcher, chez votre paysan, ça n'a rien à voir avec les tomates des grandes surfaces. On a des super maraîchers, des super maraîchères dans la région, dans toute la Wallonie et dans toute la Flandre. Et donc, il faut essayer d'aller chez eux acheter nos légumes, quoi. Acheter local, acheter belge, voilà, belge c'est local aussi. Ça, c'est la priorité. On a beaucoup de bons aliments, de bons produits agricoles en Belgique. On a de bons agriculteurs qui travaillent bien, même si parfois ils crient fort sur leur tracteur, mais c'est des gens qui sont consciencieux et qui travaillent bien dans la majorité. Voilà. Acheter local et de saison, le plus possible en circuit court, c'est-à-dire en direct chez le producteur ou avec le moins d'intermédiaires possible, c'est soutenir nos agriculteurs, leur offrir une meilleure rémunération et aussi profiter de prix souvent plus attractifs. Et c'est aussi participer à un système alimentaire plus résilient. On entend beaucoup ce terme, mais de quoi s'agit-il ? La résilience, c'est la capacité du système alimentaire à s'adapter aux évolutions, aux chocs, aux imprévus, tout en remplissant sa fonction, nourrir la population. Quand il y a de grandes monocultures, par exemple quand on cultive presque uniquement du blé ou d'autres produits dans une région, ça rend le système très fragile face notamment aux aléas climatiques, aux troubles géopolitiques. Il nous faut donc plutôt une agriculture locale diversifiée. Alors on s'est demandé si la résilience alimentaire, c'est possible en Belgique. Réponse de Jean-Louis et Astrid. La résilience alimentaire est tout à fait possible. Voir ça au niveau extrêmement local, non, parce que toutes les régions ne sont pas adaptées à produire tous les types d'aliments. Mais voir ça dans un modèle, je vais dire, interrégional, la grande région, si on voit ça en Ardennes française, Grand-Duché de Luxembourg et la Wallonie par exemple, ou le nord de la France, tout à fait faisable, hein, oui, au sud de la Hollande, oui, exactement. Après, tant que ce ne sera pas mis en place en concertation avec la base, et que ce sera uniquement des décisions européennes et des décisions politiques, on est parti dans le mauvais sens. Il faut toujours commencer local. Des initiatives locales pour... Moi, je me suis toujours dit que j'avais envie de nourrir mon village. Et donc, on ne sait pas agir à 3000 km, je vais dire. Si on sait s'occuper de son village ou de sa commune. Ici, par exemple, on est en train de... Avec l'ancien GAL, il y a l'idée de rassembler les maraîchers du Condro pour créer une coopérative de maraîchers qui va livrer les collectivités. L'ORECA. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on met en place maintenant pour justement ne plus devoir dépendre de légumes qui viennent de trop loin, quoi. Et de promouvoir l'agriculture d'ici. Quand on leur a demandé quelles menaces pèsent sur l'agriculture locale, Marc-André et Jean-Louis, tous les deux éleveurs bovins, nous ont évoqué la production d'énergie. Maintenant, le danger, c'est l'énergie, quoi. On va essayer d'abord de faire des cultures pour nourrir l'homme, puis quand ça ne va pas, on va le donner aux bêtes, puis quand ça ne va pas pour les bêtes, on va faire de l'énergie. Et maintenant, on a tout mélangé, on a tout inversé. La production d'énergie devient plus intéressante que l'alimentation humaine et que l'alimentation animale. Et donc maintenant, on aurait tendance à avoir comme objectif de produire pour alimenter, pour la production d'énergie. Ça, c'est un danger immense, quoi. Parce que là, on ne regarde plus à rien, quoi. Je prends simplement le cas des certificats verts, mais pour les méthaniseurs, par exemple. Ça, c'est une grande cuve de fermentation, méthaniseur, dans lequel on y met des denrées agricoles, style maïs, pulpe de betterave, ou tous autres sous-produits qui peuvent fermenter. Donc, ça produit du méthane. Ce méthane-là, c'est un gaz inflammable qui est utilisé par un moteur qui va fonctionner à base de méthane et qui va produire de l'électricité, voilà, qu'on va appeler l'électricité verte. Nos instances politiques trouvent que, oui, on fait de l'énergie verte, super intéressant. Mais ce qui se passe, c'est qu'on crée des méthaniseurs gigantesques
qui vont engloutir des milliers d'hectares de maïs ou d'autres denrées alimentaires destinées pour les humains. En France, ils en implantent, ils ont beaucoup de surface, mais en plus, au niveau réglementation, on leur a dit, d'accord, vous pouvez implanter ça, mais vous pouvez mettre uniquement 15% de cultures primaires, de cultures principales de la saison. Après, c'est des cultures de fin de saison, qui ne sont plus, denrées alimentaires pour les animaux ou pour les humains. C'était plutôt des engrais verts, de la végétation. Et sur Belgique, on se laisse faire. Et puis, il y a la pression foncière, des investisseurs qui viennent de l'extérieur du monde agricole. Vous avez ces gestionnaires-là de méthaniseurs qui arrivent, qui pratiquent des prix énormes en location de terre pour implanter du maïs ou d'autres cultures. Donc ça crée une concurrence à l'intérieur du monde agricole. On utilise les terres et celui qui produit du lait ou de la viande dégage une marge bénéficiaire beaucoup plus faible que celui qui exploite les terres pour le méthaniseur. Pourquoi ? Parce que le méthaniseur est financé, on finance son électricité avec des certificats verts. C'est ça qui fait le revenu. S'il n'y avait pas de certificat vert, il ne dégagerait pas de revenu. Le prix de l'électricité en lui-même n'est pas suffisant pour rentabiliser l'installation. Mais ça, on en construit un peu partout en Wallonie et ça crée une grosse concurrence. Et ça risque de faire disparaître l'élevage dans certaines régions, oui, tout à fait. La biométhanisation est un véritable enjeu car il s'agit de la mener correctement. On peut méthaniser toutes sortes de matières et de déchets. Du fumier, des fientes de volaille, des résidus agricoles, des déchets organiques collectés en porte-à-porte, des tontes de pelouse. La FUGEA, un syndicat agricole et un mouvement paysan, est convaincu qu'il existe des projets de biométhanisation vertueux qui concilient production d'énergie renouvelable et agriculture durable. Ce qu'il faut éviter, c'est que la production d'énergie entre en concurrence avec des productions alimentaires, que ce soit pour nourrir les humains ou les animaux, au risque de devoir choisir entre manger et produire de l'énergie. La biométhanisation n'en est qu'à ses débuts en Wallonie. Valbiome, un organisme qui travaille sur l'économie biosourcée, affirme que la surface arable utile utilisée pour le maïs énergétique n'est que de 0,3% en Wallonie pour le moment. Mais il faut rester attentif, car des méga-projets peuvent engloutir des tonnes de maïs. C'est pourquoi il faut rapidement mettre en place un cadre réglementaire pour accompagner le développement de la biométhanisation. À côté de la production d'énergie, un autre risque que nous ont évoqué nos interlocuteurs, et qui influence leur capacité à nous nourrir, c'est bien sûr le réchauffement climatique. En particulier les épisodes météorologiques extrêmes qu'il entraîne, comme les inondations et les sécheresses. Pauline nous rappelle que gérer la météo fait partie du métier, mais que c'est devenu vraiment compliqué. Pour moi, la plus grosse menace, elle est climatique quand même. Soit le champ il va être détrempé, soit il va être complètement sec, que je vais devoir presque irriguer tous les jours. Et en même temps, c'est un métier lié à la météo. Donc c'est ça qui a rendu ces années fort difficiles. Il y a eu une année de sécheresse, qu'il n'y avait presque plus rien à manger dans les prairies, qu'on ne savait plus retravailler le sol après la moisson. Et puis l'année passée, ça a été tout le contraire. Ça a été beaucoup trop de pluie, qu'on ne savait plus non plus travailler le sol tellement il était inondé. Moi j'ai eu de la chance de savoir faire ma moisson. J'ai été une des premières à moissonner, c'était fini, tout était en ordre heureusement. Et puis il y en a qui ont galéré des semaines et qui ont... Je ne vais pas dire laisser pourrir parce qu'ils ne savaient pas faire autrement, mais après la qualité du grain et de la paille, c'était une catastrophe. Donc la météo en Belgique devient compliquée. En tout cas, les conditions pour travailler deviennent de pire en pire. On ne sait plus respecter les timings en se disant pour cette date-là, on aurait dû semer ça ou on aurait dû savoir travailler à notre aise. Non, c'est plus possible. Du côté de nos éleveurs bovins aussi, on s'inquiète. L'idéal, pour la résilience alimentaire, pour l'environnement et pour les finances des éleveurs, c'est l'autonomie fourragère des fermes. C'est-à-dire qu'il est important de nourrir les animaux au sein même de la ferme. Par exemple, en les laissant le plus possible en prairie, où ils vont pouvoir manger l'herbe, et en cultivant des céréales fourragères sur place, notamment pour l'hiver. Quand il nous a fait visiter sa ferme, Jean-Louis nous a montré d'énormes piles de ballots qui attendent à l'arrière de la ferme dans des installations aménagées il y a 3 ans à peine. Ce sont des stocks de fourrage. Ces vaches passent une grande partie de l'année en prairie, à brouter, mais avec les sécheresses, il doit maintenant prévoir des réserves de nourriture pour la période estivale, au cas où. Les sécheresses ne sont pas un phénomène nouveau, notre pays en a toujours connu.
mais elle se multiplie ces 20 dernières années, avec des épisodes parfois très intenses, comme en 2003, ou des successions rapides, comme en 2017, 2018, 2019. Bref, les années où il pleut beaucoup ne suffisent plus à compenser les années où il fait très sec. C'est un gros défi pour l'agriculture, qui est à la fois victime du réchauffement climatique, mais qui y contribue aussi, et qui doit trouver des façons de s'adapter. Alors on fait quoi face à ça et aux autres enjeux environnementaux ? Presque tous nous ont évoqué les contraintes réglementaires auxquelles ils et elles sont soumis. Chacun sa vision des choses, mais les contraintes passent souvent mal. Moi, je vais dire que dans le milieu agricole, je suis une nouvelle génération aussi. Et puis voilà, j'ai de belles idées par rapport à ça, mais on voit que quand on force par une mesure contraignante un agriculteur à vouloir changer ses pratiques, ça ne fonctionne pas. Et il y a une grogne qui sort parce que il ne faut pas leur en vouloir non plus. Ils ont tout le temps cultivé comme ça et on est souvent décrié aussi, mais les produits ou les amendements coûtent très très cher. Donc on ne les met pas non plus par gaieté de cœur de se dire allez, je vais aller faire un tour et sortir mon pulvérisateur. Des mesures contraignantes, sûrement pas, mais il faut qu'un maximum ouvre son esprit, essaie d'être le plus clean possible. Tous les secteurs d'agriculture, tous les domaines vont devoir évoluer de toute façon. L'agriculture traditionnelle n'est pas restée dans ces méthodes de culture d'il y a 20 ans. Ça a énormément évolué. Oui. On vit avec la nature. Quand des agriculteurs ont mal travaillé, c'est parce qu'on leur a mis tellement une pression économique qu'ils ont dû travailler à contre-cœur parce que pour essayer de s'en sortir, pour gagner leur vie. Mais fondamentalement, un agriculteur, il respecte sa nature, il respecte son sol. De son côté, Marc-André est plus tranché. Il déplore certaines marches arrière et une ambition qui n'est pas à la hauteur des enjeux. L'agroécologie, c'est dommage parce qu'au départ, c'était censé être le Graal en agriculture, donc c'était vraiment avoir une prise en compte de l'ensemble du système. Parce que c'est vraiment ça, c'était l'agriculture biologique au début telle que l'avaient imaginé les précurseurs. Et puis après, on a réinventé un terme qui était l'agroécologie. Et là aussi, normalement, au départ, c'était le système agroécologique. Et puis maintenant, on ne parle plus de système agroécologique, mais on parle de pratique agroécologique. Donc c'est-à-dire que vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de différence, mais si en fait la différence elle est énorme, ça veut dire que maintenant, l'industrie a récupéré tout ça en disant que si vous mettez en place une ou deux pratiques qui vous permettent de vous rapprocher d'un système agroécologique, c'est bon, vous êtes dans l'agroécologie. Et donc en fait, pour illustrer ça, si à l'école vous aviez 4 sur 20 par rapport, on va dire que 4 sur 20 c'était la cote par rapport aux enjeux environnementaux et sociétaux, si vous montez à 5 ou à 6 sur 20, dans la manière dont c'est présenté à l'heure actuelle, on vous déroule le tapis rouge. Alors qu'en fait, il faudrait peut-être 15 pour répondre aux enjeux. Et là, il y a vraiment... en fait, les gens ont l'impression que ça y est, ils ont mis en place des pratiques agroécologiques. Mais alors quand on va leur dire, mais je suis désolé, c'est bien, mais t'es encore loin par rapport à tous les enjeux, il se passe ce qu'on voit pour le moment. Les gens manifestent, sortent dans la rue, et il n'y a plus personne qui... Parce qu'on est tout le temps en train de leur rabâcher les oreilles en leur disant que c'est pas bien. Mais c'est juste qu'en fait, on reste extrêmement loin des enjeux. Et là, pour le moment, on est vraiment très, 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 très loin. Et là, on vient de faire encore un bond en arrière. Parce qu'en plus, les gens qui étaient à 4, on voulait les forcer à monter à 6. Donc, ce n'était pas non plus des enjeux démesurés. Qu'est-ce qu'on leur a dit ? Vous n'êtes même pas obligé de monter à 6. Vous restez à 3,5 et c'est bon, quoi. Donc, on va redescendre les règles, les normes. Et vous remettez quelques arcs, quelques trucs, quelques plans de haies. Vous allez faire quelques semis de couverts, quelques petits trucs. Enfin voilà, au lieu de faire 6 pulvérisations, vous n'en faites plus de 5, et c'est bien, quoi. Mais non, ça ne répond pas aux enjeux, quoi. Donc en fait, il faut continuer à encourager les progrès, mais toujours en rappelant que l'objectif, il est loin, quoi. Comme en plus, on a essayé de faire croire que tout ce qui était durable, c'était inatteignable et que c'était impayable pour monsieur, madame, tout le monde, maintenant plus personne n'en veut, et on dit, advienne que pourra, et voilà, on fonce. Et de toute façon, la science nous apportera des solutions. Et ce que je trouve qui est le plus frustrant, c'est qu'en fait, on avait des systèmes qu'on pouvait mettre en place et qui n'étaient pas impayables pour la collectivité et pour les consommateurs. C'est vraiment ça qui est le plus frustrant, quoi, je trouve. C'est qu'en fait, ce n'était pas le truc hyper cher, impayable. Enfin, moi, je vois sur notre ferme, on le fait. Ce n'est pas impayable pour les gens, ce n'est pas impayable pour nous. Et je trouve qu'on a une bonne qualité de vie sur notre ferme. Par rapport au secteur agricole, par rapport aux autres agriculteurs, on a une bonne qualité de vie. Par rapport à monsieur, madame, tout le monde, voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui voudraient
la pénibilité de notre emploi, mais par rapport aux autres agriculteurs, je trouve qu'on a une très bonne qualité de vie, quoi. C'est ça qui est le plus dingue. Et je suis pas la seule, on n'est pas la seule ferme, hein, parce que j'ai fait pas mal de syndicalisme agricole il y a 10 ans, et des fermes comme la nôtre, il y en a plein, il y en a partout, quoi. Il y a plein de modèles dans des contextes différents qui ont réussi à faire cette transition-là et pour que ça fonctionne, quoi. C'est ça qui est le plus frustrant. C'est que c'était pas quelques cas isolés, il y avait vraiment plein de gens qui arrivaient à le faire, quoi. On termine cet aperçu des préoccupations par la question de la rémunération. Le prix est un sujet que nous avons déjà abordé dans l'épisode précédent, qu'on vous invite à écouter. Mais bien sûr, nos interlocuteurs nous en ont parlé plus longuement. Ils ont évoqué la situation financière très compliquée des agriculteurs et différents problèmes qui participent à cette situation. Ce que j'ai vu avant, c'était pas tout rose non plus, malheureusement. Alors que mon papa trimait beaucoup, en fait, ce qui se passait, c'est comme en fait dans la plupart des fermes, ça part sur des marchés dont ils n'ont aucune prise. Donc les vaches ainsi que les veaux partaient au marché et oui, ça dépend du prix qu'on voulait bien lui donner le jour même. Les céréales, bon, encore pire, ça part sur un marché international, que d'un jour à l'autre, il y a des fluctuations en fonction de ce qui se passe à l'autre bout de la planète, s'il y a une guerre ou pas. C'est une insécurité folle, alors qu'on a déjà trimé par rapport aux conditions météo ici pour sortir une belle culture. C'est déjà pas évident. Gérer les maladies, gérer la météo, avoir une belle culture, au final, c'est pas évident, dans le bétail non plus. Et puis que tout ce travail dépende encore de conditions sociopolitiques, et donc je voulais pas me retrouver là-dedans. Ce qui greffe beaucoup les coûts des denrées alimentaires, c'est tout ce qui est contrôle externe. Tous les contrôles qu'on a aussi, nous ne coûtent rien. Tout est impacté par rapport à la PAC. Nous, on a un contrôle. Si vous ne respectez pas les normes, les aides PAC sont supprimées et tout ça. Mais au niveau des transformateurs, ils ont énormément de contrôle. Ça leur coûte une fortune. On a créé un système économique qui est coûteux. D'un autre côté, il est sécurisant. De principe de précaution surtout. Donc, à un moment donné, le consommateur pensait que, ben oui, c'est bien, toute l'alimentation est sécurisée. Maintenant, surtout en Belgique, on mange sûr, voilà. Mais ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. Hein. Et répondre à des normes de qualité sécurisées et avoir un prix équitable chez le producteur et avoir un caddie bon marché, ça, ce ne sera pas possible. Et ça va être un sacré challenge pour les futures années, parce qu'en plus, avec les normes environnementales, et ça engendre des coûts supplémentaires, des coûts de production supplémentaires. Et en plus, ici, on a des exploitations en Europe qui sont familiales, et on est en concurrence avec des exploitations d'Australie, d'Amérique du Sud, des États-Unis, ou surtout des exploitations industrielles. Et ça, c'est une grosse problématique. Moi, je crois que le principal problème, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est comment ça fonctionne, les prises de marge dans les magasins. Donc, quand j'entends la marge bénéficiaire, elle est entre 1 et 3 euros sur un caddie de 100, je veux bien le croire. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi sur certains produits, on est sur des marges de 50, 60, 70, 80, des fois même 100%. Et quand vous regardez ces produits qui font le maximum de marge, c'est souvent les produits les plus durables. Et donc en fait, c'est parce qu'ils ont juste remarqué que les gens qui avaient envie d'avoir une consommation qui a un impact favorable étaient prêts à payer plus cher. Donc ceux-là, on les saigne, et alors on essaye d'attirer tous les autres avec des prix cassés. Donc en fait, il n'y a même presque plus de marge sur les autres produits. Donc j'ai même entendu une fois que Aldi et Colruyt et Lidl avaient un petit problème dans leur modèle. Pour le moment, je pense que ça va mieux, mais qu'ils ont eu un problème, c'est qu'en fait, ils n'avaient plus assez de produits où ils faisaient des marges suffisantes. Et donc les gens venaient pour les produits, ils faisaient zéro marge. Donc les produits d'appel. Et donc en fait, ils vendaient beaucoup, mais juste sur des produits, ils n'avaient plus de marge, quoi. Et donc en fait, le problème, c'est qu'il faudrait que la marge soit la même. Si vous prenez 1 kilo de céréales le moins durable possible et 1 kilo de céréales le plus durable possible, il faudrait que la marge soit la même sur les deux. Comment est-ce qu'on y arrive? Ça, j'en sais pas, j'en sais rien, mais il faudrait en tout cas tendre vers ça. Et arrêter avec ces marges qui sont complètement dingues. Par exemple, il y a une étude qui est sortie en France, parce que le secteur bio va très mal. Eh ben, on constate que les marges sur les produits bio, de manière générale, sont 46 à 48% plus élevées que sur les autres produits. C'est énorme, mais derrière, ça fait une réelle différence, quoi. Quand je vois qu'on me donne 100 € en plus à la tonne pour que mes céréales
soit bio, et enfin bref, que je n'ai pas utilisé de phyto ni d'engrais, 100 € la tonne, on a l'impression que c'est énorme, 100 €. Mais quand on ramène ça sur un pain, c'est 5 cents, sur un pain de 1 kg, un pain de 800 grammes ou de 500 grammes, c'est 5 cents. Alors, on va me dire, oui, mais c'est 5 cents. Mais je dis toujours, allez dans le magasin et dites-moi quel pain est 5 cents plus cher parce que les céréales ont été produites de manière durable et équitable pour l'agriculteur. Parce que 100 € en plus à la tonne pour un agriculteur, quand vous faites comme chez nous entre 4 et 6 tonnes, ben ça fait entre 400 et 600 € en plus à l'hectare. Ben quand vous avez une taille suffisante, enfin nous on n'a pas beaucoup de céréales, mais quand vous avez 50 hectares de céréales, ça commence à valoir la peine. Les agriculteurs ont un rôle essentiel, à la fois pour nous nourrir et pour nous nourrir bien. Et cette mission, ils aimeraient qu'elle soit un peu mieux reconnue. Qu'est-ce qu'il manque selon eux ? Qu'est-ce qui manque ? Une reconnaissance, est-ce que c'est une reconnaissance de l'État, une reconnaissance du citoyen, qu'on se dise, ah ben oui, c'est quand même du boulot, on est quand même toute la journée à genoux dans la terre, quand il pleut, on est dehors, quand il fait froid, on est dehors, quand il fait canicule et qu'il fait 50 degrés dans les serres, on travaille. C'est quand même un métier c'est pénible hein, comme métier. Et donc c'est vrai que quand on est maraîcher indépendant, on n'est pas payé à la mesure des efforts qu'on fait, mais on ne pourrait pas vendre plus cher nos produits non plus, parce que sinon ce n'est pas possible financièrement pour les clients, quoi. Donc est-ce qu'il faut recevoir plus de primes ou alors imaginer que les instances payent des maraîchers justement pour le bénéfice qu'ils offrent à l'environnement par la biodiversité qu'ils proposent. Et voilà, je n'ai pas la solution. On ne mesure pas à quel point l'agriculture est importante. Pas juste sur l'aspect nourriture, parce que là, ça, l'aspect nourriture, tout le monde le voit, mais sur l'aspect paysage, sur l'aspect biodiversité, sur l'aspect survie de notre planète, à quel point l'agriculture a un rôle important sur la survie de toute l'agriculture de manière générale, et pas juste sur l'aspect alimentation, quoi. Et donc il faut absolument que l'agriculture soit vraiment un truc à part de tout le reste, et soit pris en considération vraiment de manière à part, quoi. Et surtout qu'on ne s'en désintéresse pas, quoi. Et il faudrait que monsieur et madame tout le monde comprenne à quel point c'est important pour eux. Être agriculteur ou agricultrice aujourd'hui, on le voit, c'est être au premier plan de plusieurs grands enjeux. Et encore, on n'a pas évoqué la biodiversité que nous avons déjà abordée dans les 2 premiers épisodes de cette série. C'est un métier difficile, plein de défis, surtout si on veut le faire de manière durable, dans des exploitations à taille humaine. Et c'est un métier essentiel surtout. Pourtant, en 40 ans, le secteur agricole a perdu près de 70% de ses fermes. Il y a moins d'exploitations, mais elles deviennent plus grandes, avec une superficie moyenne qui a triplé. Alors nos 4 agriculteurs font un peu figure de résistants. La plupart ont repris la ferme familiale et ils y développent une agriculture qui cherche à marier respect du vivant et rentabilité. Face aux nombreuses contraintes de leur quotidien, on a eu envie de leur demander « Ce métier, est-ce qu'ils l'aiment ?» Ce métier, il est dur, mais oui, si je peux dire que je l'aime. Même si c'est beaucoup de tracas, beaucoup de sacrifices aussi le week-end. Oui, heureusement que j'ai un compagnon qui me soutient à 100% parce que avec qui je peux parler, avec qui on peut débriefer tous les soirs. S'il faut donner un coup de main, plic-ploc aussi. Et ça, c'est important d'avoir quelqu'un rien qu'à qui se confier, parce que la situation elle n'est pas toujours simple non plus, mais donc voilà, en tout cas être épaulé, ça fait du bien. Et non, c'est le plus beau métier parce que je rêve dehors. Non, je suis très bien dehors, même quand il pleut, les mains dans la terre, je fais pousser quelque chose, je nourris les gens. Le travail accompli du beau légume que je tends le vendredi, la belle qualité de viande qu'on a, c'est la plus belle récompense. Oui, bien entendu. Oh, c'est les parents qui donnent l'amour du métier aussi. Si on a des parents motivés, ça aide. Si, il faut aimer travailler avec la nature, c'est ça aussi
La joie du métier, c'est de voir le printemps qui arrive, les semis d'herbes ou de céréales qu'on a fait à l'automne qui démarrent la vie là, au printemps, voir pousser les semis et voir qu'on a fait du bon travail, voir naître les jeunes veaux, et puis on voit grandir les veaux, que ça devient de bonnes vaches ou de belles vaches. C'est ça, quoi. On est quand même très lié aux vraies valeurs de la vie, quoi, au sol, aux vraies valeurs de la vie. C'est ça c'est le gros avantage de notre métier, quoi. Voilà. On vit avec la nature. J'adore. En fait, c'est que c'est hyper compliqué. C'est pas si c'était juste me lever, nettoyer, enfin faire du tracteur et faire des tâches répétitives comme certains l'imaginent, je n'aimerais pas mon métier. Ce que j'aime, c'est tout ce qui va autour, toute la complexité, tout ce qui rentre en ligne de compte. Et continuellement, il faut que ça cogite, quoi. Donc j'ai besoin que dans ma tête, ça cogite tout le temps. Et là, ici, je n'ai fait qu'effleurer mon métier pendant la petite heure qu'on a parlé. Et ça montre à quel point il y a des choses qui entrent en ligne de compte, quoi. Donc voilà, et c'est ça que j'aime bien, quoi. Et puis après, il y a tous les côtés humains, tout ça qui entre en ligne de compte aussi. Le seul défaut de mon métier, c'est que je ne saurais jamais si je n'aime pas autre chose. Donc c'est-à-dire, j'ai fait mes secondaires, j'ai fait mes études supérieures et puis j'ai repris la ferme. Et le problème de mon métier, c'est que si j'arrête, quand je reviens, c'est fini. Ça n'existe plus. C'est pas, je vois maintenant plein de gens, c'est fort à la mode et je trouve que c'est génial comme possibilité. C'est on se donne 1 an pour faire autre chose ou on fait une pause carrière enfin. Et dans mon métier, si j'arrête, c'est impossible à recréer, c'est impossible à reconstruire. C'est là, c'est un moment, c'est une circonstance de vie qui fait que vous avez accès au métier. Je kiffe mon métier. Alors, pourquoi dans un premier coin, je vais parler d'avant, avant que je sois salariée. C'est le fait d'être avec, c'est un peu bête de dire ça, mais d'être en communion avec la nature. Voilà, c'est la nature, les saisons, le changement de paysage tous les 3 mois. Et alors ici, c'est vraiment de pouvoir être avec des gens. Je sais pas, il y a une ambiance dans le milieu de la paysannerie aussi qui est, on partage beaucoup, même si on n'est pas dans la même boîte. Enfin, quand on a une question, quand on a un souci, on peut poser des questions et personne n'est avare de conseils, quoi, dans le milieu. On partage beaucoup. Et alors, dans ma place ici, c'est vraiment pouvoir partager justement avec les personnes qui sont en réinsertion et de me dire, voilà, ici, l'objectif, c'est qu'ils viennent kiffer leur boulot aussi, quoi. C'est vraiment ça. Les personnes qui passent par le service ou qui sont au CPS, c'est vraiment des personnes qui ont parfois tout perdu. Enfin, on ne s'imagine pas la vie qu'on mène quand on est bénéficiaire du CPS et le regard que les gens portent sur nous. Je dis nous parce que je suis passée par là, mais moi j'ai la chance d'avoir été dans une famille qui m'a aidée et qui m'a toujours soutenue. Et c'est pas le cas de la majorité des personnes qui passent par le CPS où ils ont des parcours assez costauds. Hein. Et je les vois super motivés, quoi. Ça fait super plaisir. Alors le fait aussi qu'ils soient... voilà, je parle de moi, mais je parle d'eux aussi parce qu'ils me parlent souvent de ça, c'est de semer la petite tomate, de semer la semence, et puis de voir tout le processus, la plantation, le soin, la tomate, la récolte, de voir au magasin, et puis de voir les clients qui ont la banane parce qu'ils sont contents d'avoir leurs bons légumes. Ça, franchement, c'est chouette, quoi. C'est ça qui donne envie de travailler. Avant de se quitter, on leur a posé une dernière question, celle à laquelle on tente de répondre ensemble tout au long de cette année. Alors, on mange quoi demain ? On mange quoi demain ? Je pense que demain, on va manger mieux encore. Il y aura de toute façon une diversité dans l'alimentation. Il y en aura pour toutes les bourses de toute façon. Mais je crois que la tendance sera quand même à manger plus local. Parce que transporter des aliments du bout du monde ou du bout de l'Europe, ça va coûter trop cher encore. Et tout sera lié au pouvoir d'achat. Si vous avez un lait local ou si on fait venir du lait de Pologne, il n'y a rien à faire, le lait local sera plus avantageux parce que les normes environnementales vont pénaliser les transports longue distance. Voilà, je pense qu'on va quand même moins rêver sur les accords d'OMC, d'échanges mondiaux, tout ça, qu'on a fait miroiter à l'avantage des grandes multinationales et on ne s'occupait pas du climat.
et pour délaisser tous les producteurs ou les travailleurs locaux, voilà, tous les secteurs étaient concernés. Je crois que maintenant, l'Europe et même la Belgique va se ressentir plus sur le local ou le régional pour valoriser ce qu'on a ici tout près, oui, parce qu'on a du potentiel. Hein. On a du potentiel, il suffit de bien réfléchir, de bien le valoriser. Voilà. On mange quoi demain? On mange des bonnes choses qui font du bien à notre santé et qui font du bien à l'environnement. Envie d'en savoir plus sur la résilience alimentaire et les enjeux de l'agriculture locale? Rendez-vous sur ecoconso.be/miam pour creuser le sujet et faire le plein d'astuces et de bonnes adresses autour de l'alimentation durable. Un très grand merci à Astrid, Pauline, Jean-Louis et Marc-André pour leur accueil et leur temps. On vous encourage à goûter leurs délicieux produits. Rendez-vous sur les comptes Instagram ou Facebook d'EcoConso pour retrouver leurs coordonnées et pour suivre les prochaines actus de notre action On mange quoi demain? On se retrouve en septembre pour passer de l'autre côté de l'étal. Cette fois, ce sont des consommateurs qui prendront la parole pour vous partager leurs meilleures astuces. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis ou des étoiles sur Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. EcoConso et vous, le podcast qui met des idées vertes dans vos oreilles et dans votre quotidien. On mange quoi demain? Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.